Bonjour et bienvenue dans le grand débat de BNews. C'est un programme exceptionnel que vous propose la première audience numérique au Bénin. Ce document, devenu le fil d'Ariane de la gouvernance du régime Talon, est un programme ambitieux de plus de 9 000 milliards de francs CFA pour 45 projets phares, 95 projets sectoriels et 19 réformes institutionnelles. Vous l'avez sans doute compris, mesdames et messieurs, cette émission sera consacrée au bilan du premier quinquennat du président Patrice Talon. Sur ce plateau spécial, avec moi, professeur Auguste Videgla, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes membre du bureau politique du parti Bloc républicain. Vous êtes par ailleurs chargé de mission du chef de l'État. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour le plaisir. Avec moi également sur ce plateau, Dr Fidèle Sonon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes acteur politique de l'opposition. Je dois préciser que votre parti, c'est bien sûr l'Union sociale libérale, USL, du président Sébastien Germain Ajavon. Vous êtes consultant en management des organisations. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Puis enfin, le professeur Roch Nyawi David. Bonjour. Bonjour, Joël. Vous êtes doyen de la FADESP, avocat au barreau du Bénin, membre du bureau politique du parti Union progressiste. Le 30 octobre dernier, votre association, je dirais que vous avez été le parrain d'une association des universitaires qui ont porté un regard croisé sur le bilan du quinquennat. Patrice Talon, merci d'avoir répondu présent. Merci, Joël. Alors nous allons donc ouvrir ce plateau de décryptage des 5 ans du président Patrice Talon par le pilier 1 conçu et inscrit dans le programme d'action du gouvernement. Il s'agit bien sûr de la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la gouvernance. Je me tourne d'abord vers vous, monsieur Fidèle Sonon, pour dire, est-ce qu'en 4 ans, plus de 4 ans, elle a dit finalement, puisque nous allons boucler les 5 ans bientôt, est-ce que le Bénin a progressé en matière de la bonne gouvernance et pourquoi pas de la démocratie? Je vous remercie tout d'abord de m'associer à cet exercice qui, de mon point de vue, s'inscrit dans le cadre, dans la dynamique du contrôle citoyen de l'action publique. Ce n'est pas forcément une tribune pour l'opposition et pour la mouvance, parce que, comme j'aime le dire, il faut que le Béninois apprenne à s'indigner sans craindre d'être étiqueté de l'opposition. Et il faut que le Béninois apprenne aussi à apprécier en bien ce que le gouvernement fait de bien, sans être étiqueté de la mouvance nécessairement. C'est d'abord un devoir citoyen. Vous savez, lorsque le président Talon et son équipe ont lancé le PAG, je faisais partie de ceux qui ont été très sévères en disant que ce document est irréaliste et irréalisable. Je le disais, beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est un peu trop sévère ce que vous dites. Et aujourd'hui, j'ai le malheur de constater que j'ai raison. Lorsque je le disais, c'est parce que j'ai vu 2 grands éléments dans ce document. Le chronogramme d'exécution et le mécanisme de financement. Et j'espère que lorsque nous allons aborder les 2 autres piliers, je vais vous détailler pourquoi j'ai étiqueté ces 2 éléments pour affirmer que le document est irréaliste et irréalisable. Mais puisque vous parlez du pilier numéro 1, d'abord je dois avouer que c'est un document très très bien élaboré, très bien structuré. Vous voyez que le premier pilier parle du développement, si vous voulez, institutionnel, politique. 2e pilier, développement économique. 3e pilier, développement humain, ce que je vais appeler développement humain. Et le premier pilier est comme la fondation de la maison Bénin. Le 2e pilier qui vient comme les murs et le 3e pilier, la charpente et puis le toit. Et ça veut dire quoi? Lorsque vous ne réalisez pas le premier pilier correctement, vous risquez d'avoir des problèmes, comme un ingénieur qui veut construire une maison. Et c'est malheureusement ce qui arrive au Bénin. Le premier pilier, le président Talon, en qui moi j'ai cru, puisque j'ai lu son diagnostic, il est excellent en diagnostic, le premier pilier nous a promis de renforcer la démocratie. Au lieu de renforcer la démocratie, le président Talon et son équipe ont contaminé la démocratie. Au mieux des cas, je ne voudrais pas parler de dictature. On contaminé la démocratie et c'est devenu une forme de démocrature
Évidemment, dans la théorie, il y a des pays qui ont... Il y a des panélistes tout à l'heure qui ont évoqué des exemples de pays qui ont eu leur essor économique sous l'autoritarisme, encore que ce n'est pas le même contexte. Le premier pilier, c'est sous le premier pilier que nous avons fait la fameuse révision constitutionnelle. Et vous avez vu dans quel était le processus. Je parle d'abord du processus. Et je voudrais défier mes co-débatteurs et quiconque qui était dans la salle de ce qu'ils ont appelé le dialogue politique, que par exemple, un certain nombre de sujets ont été même évoqués avant de se retrouver, par exemple, dans cette constitution révisée. Parce qu'on me dit, c'est la classe politique qui s'est réunie, qui a convenu de la révision constitutionnelle et qui allait donc demander aux députés de réviser la constitution. Par exemple, la question du poste de vice-président. Cette question n'a jamais été évoquée. J'ai dit évoquée, hein? Je n'ai pas dit ça ne fait pas partie des points de consensus. Non, le parrainage au moins a été évoqué. Évoqué, mais ça ne faisait pas partie des points de consensus. Donc, on nous a révisé une constitution de façon unilatérale et on y a mis, excusez-moi le terme, c'est pas trop sévère, du n'importe quoi. Par exemple, c'est à la faveur de la révision constitutionnelle qu'on a créé ce fameux poste de vice-président. Et vous savez toutes les conséquences de cette réforme. Nous allons nous retrouver un jour dans ce pays, je ne sais pas si les gens se rendent compte, nous allons nous retrouver dans ce pays un jour à la tête de notre pays, deux personnalités qui n'ont jamais été élues. C'est ça les risques qui se cachent dans cette constitution. Et c'est sous le pilier 1 qu'on nous l'a fait. Sous prétexte, par exemple, qu'on y a mis la Cour des comptes, qui est une très bonne chose, qu'on n'a même pas encore installée. Mais le président de la République, qui est si fan de la transparence, aurait pu, dans, par exemple, l'élaboration des textes, comment est-ce que le président, par exemple, de cette Cour est nommé, aurait pu ne pas faire en sorte que ce soit le président de la République qui nomme le président de la Cour des comptes. Et je reviens là-dessus, pourquoi je dis que c'est extrêmement grave. C'est toujours à la faveur de la révision constitutionnelle qu'on a dit que le président de la République peut ratifier des accords de prêt en notre nom. Pris isolément, ça ne veut peut-être rien dire. Mais il faut se rappeler que déjà en 2018, le Code des marchés publics a été modifié pour rendre le Conseil des ministres un instrument super puissant qui peut signer des contrats gré à gré sans limitation de montant. Mais lorsque vous prenez ces trois éléments ensemble, je prends l'argent en votre nom, sans votre autorisation, c'est ce que ça veut dire, et je donne les marchés publics à qui je veux, parce que je peux donner les marchés publics gré à gré, et la structure qui contrôle les comptes de l'État, c'est moi qui nomme le président et le président des chambres. Voilà ce qu'on a mis à la Constitution. Et lorsque vous voyez cette chaîne, à supposer que le président Talon soit vertueux, mais un jour, lorsque nous aurons un président complètement brigand, il va faire usage de cette chaîne, ça va être une catastrophe. Donc, sous le premier pilier, c'est tout pour moi. Et si j'ai encore quelques minutes, il me plaît de parler de la réforme du système partisan. Alors, vous l'abordez rapidement en 2 minutes chrono. Je vais essayer d'être bref. Voilà, la réforme du système partisan. J'ai l'habitude de dire que c'est une réforme complètement impertinente, inopportune et inopérante. Impertinente, pourquoi? Ça ne règle aucun problème. On m'a répondu que oui, que c'est la classe, une fois encore, la classe politique, que c'est la classe politique qui a convenu que, parce que bientôt, désormais, il faut que la chose politique soit aux mains des politiciens et qu'il faut réduire le nombre de partis. Ça n'est pas un diagnostic. Si les partis politiques sont incapables de présenter des candidats qui gagnent l'élection présidentielle, le diagnostic, ce n'est pas la réduction du nombre de partis. Encore que, il n'y avait pas plus de 200 partis. Parce que, en fait, c'est quoi? Une réforme, c'est quoi? C'est une rupture entre un existant obsolète et un futur synonyme de progrès. Où est l'obsolescence du code, de l'ancien code? Est-ce qu'on l'a éprouvé? Est-ce qu'on a déjà appliqué les dispositions qui disent, par exemple, que
Un parti qui ne participe pas consécutivement 3 fois, je crois, aux élections doit être biffé. Vous n'avez pas fait ça et vous nous amenez une réforme totalement chrysogène et inopportune, parce que si vous me convainquez que c'est pertinent, inopportune, parce que nous avons tellement d'autres problèmes. Ça n'est pas maintenant qu'il faut faire des opérations comme ça pour amener tant de problèmes. Et enfin, inopérante, parce que vous avez vu tout ce que ça a créé, des morts, et puis voilà, les mêmes qui ont créé la loi sont obligés de retourner au Parlement à chaque fois pour le retoucher, parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait. Très bien. Sérieusement, c'est exécrable. Alors, sous le pilier 1, je ne vais pas étendre, c'est exécrable. Alors, professeur Roch Nyawi David, vous avez suivi un développement qui dépeint un bilan sur le pilier 1 totalement scabreux, exécrable, pour faire un emprunt d'expression à notre cher ami Dr Sonon. Que dit l'homme de droit? Puisque nous sommes là dans une matière démocratie, état de droit, qualité fondamentalement de la justice. Merci Joël. Je vais d'abord parler légèrement politique avant de revenir au droit. Alors c'est pour répondre à M. Sonon. Je suis certain que s'il était au pouvoir, il allait faire des réformes. Je suis certain que les réformes qu'il mettrait en place, ce seront des réformes qui tiennent compte d'un certain nombre de considérations, parce qu'il veut que l'État évolue dans un sens ou dans un autre. Donc les réformes appartiennent forcément à toute démocratie. Alors, quand on dit au plan juridique que c'est exécrable, ça veut dire que quelque part, il n'y a rien de bon. Il a dit d'ailleurs que ça ne règle aucun problème, mais au moins ça n'aggrave plus les problèmes. Ça n'aggrave plus les problèmes parce que on ne peut pas concevoir un État petit comme le Bénin, où vous avez une multitude de partis politiques. Et dès que les élections s'approchent, on fait une combinaison, on va dans des alliances, et lorsque les élections sont terminées, chacun part de son côté, on ne sait pas ce sur quoi, fondamentalement, on va gérer ce pays. Il faut, parce que le président Talon, il a fait le diagnostic, il connaît la classe politique, il connaît le Bénin. On ne peut pas continuer avec cette pluralité de partis politiques, donc la réforme était bien entendue. Si chacun avait compris le bon sens de cette réforme, on n'en serait peut-être pas là. Tous les partis politiques se seraient retrouvés dans un bloc. On aurait eu peut-être 8, 9, 10, voire 20 blocs. Mais certains partis ont estimé que c'est la chose personnelle, donc on ne peut pas lâcher. On ne veut pas se conformer à la réglementation, puisqu'on a demandé aux partis qui étaient là d'aller à la conformité. Certains ont estimé que ce n'est pas possible. La loi qui a été votée, elle est scélérate, la loi n'est pas... Non. Si nous voulons faire, comment dit-on, du droit et faire évoluer le pays, c'est que nous devons respecter ce qui est dit dans les textes. Alors, professeur... Cela va dans le sens de la sécurité juridique, de la légitimité même des textes. Alors, nous sommes là de plein pied dans l'implémentation même de cette réforme du système partisan. Professeur Roch Nyawi David, est-ce que vous avez l'impression que effectivement cette réforme a apporté une solution qualitative au problème? Est-ce que le nombre de partis qu'on veut réduire, on l'a eu? Est-ce que nous avons désormais un système électoral performant dans notre pays avec ce que nous savons en 2019? Le constat est là. Nous n'avons plus 100 partis politiques sur la scène politique. On en a 14 ou 15 maximum. Ça veut dire que les gens sont conscients qu'il faut se regrouper pour être plus fort. C'est l'idée qu'il faut retenir. Au lieu d'aller de façon isolée avec un petit parti qui n'est qu'en fait un parti de salon ou bien un parti familial, pour faire plus grand, il faut rester très fort et soudé. Et donc aujourd'hui, le résultat est là. Nous n'avons plus 100 partis, nous n'avons plus 200 partis, nous avons un homme relativement serré et qui permettent d'aller vers des élections un peu plus, je dirais, apaisées. Avant de donner la parole au professeur Auguste Vidigla, dites-nous, est-ce que la démocratie ne rime-t-elle pas avec la prise en compte des voix des minorités? Je reprends l'exemple du Parlement, la 7e législature, avec le BMP, la majorité a voté des lois qualifiées de scélérates, vous l'avez rappelé vous-même,
est-ce que ce n'est pas ce mépris, vous m'excusez le terme, de la majorité peut-être insolente par rapport à une minorité peut-être domptée qui pose le problème? Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Parce que nous avons des tests. Et les tests disaient quoi? Vous allez à un regroupement. Ou bien, si vous estimez que votre parti est très fort, allez à la conformité. Vous respectez les textes et vous allez exister juridiquement. Vous refusez de respecter les textes, qu'est-ce qu'on va faire de vous? On ne peut pas vous supplier. Et donc, les partis qui étaient en règle vis-à-vis donc des textes en vigueur, du code électoral notamment, ces partis sont allés aux élections. Naturellement, on ne peut avoir que dans l'Assemblée nationale les partis qui se sont conformés aux dispositions juridiques. Ça, c'est une évidence juridique. On ne peut pas dire qu'on a exclu quelqu'un. Non, si je m'exclus moi-même parce que je ne veux pas y aller, il n'y a pas de débat. Professeur Auguste Villegla, vous vous retrouvez dans l'appareil d'État aujourd'hui aux côtés de l'homme qui a rêvé ces réformes, Patrice Talon, qui siège au palais de la Marina depuis le 6 avril 2016. Vous le savez, avec dignité et abnégation, vous vous rendez comptable de son bilan, notamment en son pilier 1. Est-ce que nous avons fait des progrès? Je vous remercie absolument. Nous avons fait d'énormes progrès au Bénin, contrairement à ce qu'affirme mon ami. D'énormes progrès. Bon, d'abord, il faut analyser l'esprit d'abord des réformes avant de parler des réformes elles-mêmes. Nous partons du concept que le Bénin, depuis le renouveau démocratique des années 90, a adopté le système multipartisme, mais dans une démarche un peu débridée, sans garde-fou qui puisse permettre à ce que ce système partisan multipartite puisse répondre aux besoins de développement de notre pays. La majorité des partis politiques qui se créaient, on ne parlera pas ici de nombre, mais plutôt quel était leur projet de société, quel était leur ancrage territorial. Le fond du problème se posait à ce niveau. Ce n'est pas ici d'avoir un petit nombre de partis politiques, mais c'est d'avoir des partis politiques représentatifs, des partis politiques qui ont un projet de société, pas un projet de société théorique, mais un projet de société véritablement maîtrisé par les membres de ce parti politique et qui puisse apporter une contradiction à la gouvernance publique. Donc, le constat, l'esprit de base, c'était ça. Il fallait mener des réformes. Parce que par le passé, les partis politiques étaient créés plutôt pour des intérêts personnels, pour faire du marchandage avec le gouvernement, pour se positionner à l'élection législative ou municipale pour avoir un député ou un maire, un conseiller à gauche, à droite. Est-ce que c'est l'esprit d'une organisation politique qui tend à gagner et gérer le pouvoir d'État? Parce que l'objectif de tout parti politique, c'est de conquérir et exercer le pouvoir d'État. L'exemple dans la sous-région fait légion. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Burkina, etc., nous avons des partis politiques forts, avec un ancrage au plan national, qui couvrent l'ensemble de leurs communes, de leur région, de leur village, etc. Mais au Bénin, nous n'en avions pas. Aucun parti politique avant 2015 ne couvrait même un cinquième du territoire national. Les 2 ou 3 partis politiques qui avaient une certaine envergure étaient carrément régionalisés. On les localisait dans une région et après ça, plus rien du tout. On peut les citer si vous voulez. Nous avions le PRD, on connaît la région de prédominance du PRD, nous avions le PSD, sa région de prédominance, nous avions la RB dans le temps, aussi sa région de prédominance. Le PRD justement qui a été frappé durement par cette réforme, oui, à l'une des élections communales de 2020. Le PRD a fortement participé. Donc c'est pour d'ailleurs m'apporter du grain de sel à ce que je suis en train de dire, contrairement à ce que mon ami dit. Le PRD est un parti de la mouvance présidentielle. Le PRD est pratiquement, le maître Adrien Ngouedi était président de l'Assemblée nationale lorsque la réforme a été faite au niveau de la charte des partis politiques. Mais vous voyez que le PRD a durement subi les dispositions de la nouvelle charte des partis politiques, sans trop protester parce que la loi, c'est la loi. Il n'y a pas de favoritisme en matière de position parce que l'objectif, in fine, c'est de permettre à notre pays de disposer d'organisations politiques fiables ayant une ancrage national dans nos 77 communes, nos 12 départements, nos 5000 et quelques villages et quartiers de ville. C'est l'objectif fondamental de la réforme. Si nous avons 100 partis politiques, que ces 100 partis politiques aient des projets sociétés maîtrisés
et qu'ils aient des représentations dans l'ensemble de nos quartiers, de nos villages, de nos communes, de nos départements. C'est l'esprit de la réforme. Et lorsqu'une réforme doit réussir, nous n'avons pas vu, même chez vous à la maison, une réforme qui passe facilement. Quand vous apportez un changement à la maison, si ce n'est pas madame ou les enfants qui protestent, il y a des graissements dedans. La Béninois continue de pleurer, vous m'excusez la parenthèse, les quelques, je vais dire comme ça, en tout cas des vies perdues, des familles sont en deuil, on continue donc de rétrocéder à des familles des corps. Ce sont autant d'éléments vantés et exhibés par l'opposition pour envoyer des critiques à la mouvance à laquelle vous appartenez. Je pense que l'opposition gagnerait à ne pas danser sur des chrysanthèmes. Il n'est pas sain que des partis politiques ou des hommes politiques qui se disent responsables puissent danser, faire des danses macabres. C'est malheureux. Personne au monde ne souhaite la mort d'un citoyen béninois. Personne. C'est des situations malheureuses qui sont survenues à cause de l'entêtement de la classe politique à ne pas vouloir se conformer à la charte des partis politiques. Disons-le haut et fort. Lorsque la charte a été adoptée, les démocrates aujourd'hui, en son temps, ont refusé de ne pas se conformer. S'ils s'étaient mis ensemble et qu'ils avaient créé les démocrates, ils seraient partis aux élections législatives que nous n'aurons pas eu ce que nous avons eu en 2019. Mais graduellement, ils ont été obligés de reconnaître qu'il faut se conformer. Vous savez, le laxisme avec laquelle on gérait l'État, aujourd'hui, le paradigme a complètement changé. C'est la rigueur. On ne peut pas dire un homme politique qui vise à gérer l'État qui n'est pas capable de présenter un dossier normal d'accréditation des partis politiques. Comment vous pouvez comprendre ça? Très bien. Nous allons progresser dans cette émission, professeur Auguste Villeglas, si vous me le permettez. C'est compliqué, hein, vous l'avez certainement remarqué, de concilier ces deux positions campées sur des dérives. On va progresser légèrement. Avec vous, docteur Sonon, est-ce que, à l'aune de ce qui a été mis en place actuellement, et les perspectives d'avenir, puisque nous sommes là à la lisière de l'organisation d'une élection majeure, la présidentielle. Vous craignez un bis repetita avec les conflits comme les tensions en 2021 ou vous espérez que les acteurs politiques comme les démocrates qui ont compris, pourquoi pas votre parti USL qui peut-être tarde à rentrer dans les rangs, que ces deux partis peut-être s'alignent pour que tout le monde travaille pour la consolidation de la paix en 2021. On va boucler ce premier palier. Oui, rassurez-vous, je vais répondre à votre question, mais permettez-moi d'abord de dire que lorsque mes co-débatteurs parlent de certains partis qui ne veulent pas se conformer, ça n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Je prends l'exemple de l'USL. Nous avons voulu nous conformer. C'est pour ça que malgré que nous ayons dénoncé la loi, nous sommes allés déposer notre dossier et aller demander au ministère de l'Intérieur. Nous avons l'un des meilleurs dossiers. Ça, je vous le dis, j'ai travaillé personnellement dans ce groupe. Nous avons l'un des meilleurs dossiers. Et ce que nous reprochons au ministère de l'Intérieur, c'est de nous avoir fait plusieurs fois des observations. On fait telle observation, vous essayez de satisfaire, on ramène d'autres observations jusqu'à ramener l'observation que vous savez. Parce qu'on tenait absolument que le leader ne fasse pas partie de ce parti politique. Mais il y avait l'argument fort qui sous-tendait justement, j'en viens. Non, j'en viens. Parce que les membres du ministère, vous m'excusez, monsieur Sonon, les membres du ministère de l'Intérieur avaient estimé que le leader qui avait été condamné à une peine infamante ne pouvait plus figurer dans ce parti. Non, je crois que le professeur Yanwi David, ou David Yanwi, est un grand juriste. Et il sait que lorsque quelqu'un n'est pas condamné de façon définitive, on ne peut pas lui opposer cette condamnation. Au moment où nous parlions, M. Sébastien Javon n'était pas condamné de façon définitive. Je le précise. Mieux, il avait été blanchi par une cour au Bénin. Et on l'a expliqué au ministre de l'Intérieur. Il a saisi la Cour africaine des droits de l'homme, qui est une juridiction supranationale dont les décisions s'imposent au Bénin. Vous avez beau vouloir ne pas respecter, les décisions de justice sont têtues. L'État béninois respectera un jour. Donc c'est pour dire en définitive que nous avons voulu, nous avons tout fait ce qui est en notre pouvoir et notre devoir, mais parce qu'on n'a pas voulu donner ce fameux document
on ne nous l'a pas donné. Il faut que ça soit très clair. Maintenant, je voudrais très rapidement avant de répondre à votre question. Je voudrais dire que... Monsieur, je voudrais juste apporter, si vous le permettez. Alors, si vous faites ça... Vous allez grignoter dans mon temps. Si vous faites ça, nous allons avoir des équilibres puisqu'on a le temps à gérer. On le laisse continuer et puis tout à l'heure, je vous offrirai 1 minute chacun pour réagir avant qu'on ne ferme ce pilier. Je voudrais conclure là-dessus pour dire que l'enfant est né. L'enfant peut ne pas avoir l'acte de naissance. Vous pouvez poser le coude sur l'acte de naissance. L'enfant est né et l'enfant grandit. Ça va être juste une question de régularisation. Et vous serez bien obligé de le faire un jour. Alors, on me parle de la réforme du système partisan. Et vous vous êtes réjoui du fait que c'est une réussite. Ne vous réjouissez pas si tôt. Parce qu'en définitive, les deux blocs, et le professeur Videgla le sait autant que moi, que lorsque vous voulez faire de ces genres de regroupements, vous le faites de façon organique. C'est ce que les Anglais appellent bottom-up. Ce n'est pas du top-down. Mais ce que vous avez fait, c'est du top-down. Ça va s'éclater. Ça, je le dis, ça va s'éclater. Le ciment, c'est le président Talon, avec son management. Ça, on le lui reconnaît, avec son management. Lorsque le président Talon va partir, ça va s'exploser. Ce n'est pas homogène, cette affaire-là. Alors, l'analyse que vous faites avec les élections présidentielles à venir, la question c'était de savoir est-ce que... non, écoutez. De bonnes perspectives attendent le Bénin. Non, de très mauvaises perspectives. Si véritablement on ne rebrousse pas chemin. Parce que, vous savez, ce que font les gens de la mouvance depuis, c'est qu'ils ont de très bonnes raisons de faire la mauvaise chose ou les mauvaises choses. Lorsque vous voyez les alibis, ça semble solide. Mais lorsque vous voyez finalement les actions, c'est tout autre chose. Vous voyez, aujourd'hui, on voit que tout ce qui a été fait, c'est simplement pour qu'il n'y ait pas de compétiteurs sérieux. En fait, les gens ne veulent jamais de compétition. Et c'est ce qui risque d'arriver. Donc, je dis, si on ne rebrousse pas chemin, si on ne revient pas sur ces lois, professeur Yangoui va nous le dire, il y a de bonnes, mais aussi de mauvaises lois. Perspective. Il y a de mauvaises lois. Alors. Et lorsqu'il y a de mauvaises lois, on les dénonce. D'accord. Donc, ce que nous faisons, et que la Cour africaine des droits de l'homme a reconnu aujourd'hui, c'est de dire que les mauvaises lois, nous allons nous rasseoir et les modifier pour que cela reçoive l'assentiment de tout le monde. Très bien. Qui prend la parole? C'est le professeur Auguste Videgla. Qui voulait réagir rapidement. Le débat n'est pas déchargé. Non, écoutez, nous sommes comme à la même parole. Je un élément quand même à mon frère et ami. Lorsqu'on dit qu'on est politique, donc on a la flexibilité et on a le compromis. Pour le cas de leur parti, lorsque un seul élément ne peut pas empêcher un parti politique qui regorge d'hommes, de femmes de grande valeur, de grande facture, quand même, de dire que le monsieur pour lequel il y a un blocage, il se retire d'abord et qu'on ait notre récépissé, que nous commençons à animer le terrain politique. Ce faisant, on va piétiner le droit. Ce n'est pas une question de Sébastien Jamon, c'est une question de droit. Non, c'est une question et ça peut m'arriver, ça peut arriver n'importe où. L'interprétation du droit, si nous prenons cette... On ne va pas s'en sortir. La politique aussi, c'est l'art de gérer la cité et les hommes. Tout à fait. Lorsque vous rentrez dans le terrain du droit, l'interprétation peut être multiple. Oui, pour le moment, vous avez une urgence. Je suis d'accord. C'est votre parti politique. Alors, faites un compromis, faut faire le mettre en stand-by, d'avoir votre récépissé, et en ce moment, vous allez voir à peu près sur le plan du droit le temps de Alors, si je vous résume, ceux qui ont fait les compromis, vous savez où ils sont en train d'aller. Monsieur Auguste, monsieur Fidèle Sonon, s'il vous plaît. Alors, si je vous résume, parce qu'on va vite évoluer, vous suggérez aux membres du parti USL de se débarrasser, ou bien de se départir de leur leader pour avoir le récépissé. Non, monsieur, ne déformez pas ce que je dis, je ne suggère rien. Je dis juste que, en tant qu'homme politique, parce que Dr Sonon est un homme politique, il sait bien que dans des situations données, on fait des analyses stratégiques pour se réadapter. Absolument. En conséquence, en tant que parti politique, il doit faire une analyse stratégique, se réadapter pour savoir comment contourner le problème. Mais à vouloir faire un affrontement de face, un affrontement juridique permanent, est-ce que c'est là le règlement de leur problème? Personne, si nous sommes des hommes politiques,
Nous devons nous soutenir. Personne n'est content qu'une organisation politique crédible qui veut s'en récépissé ne l'est pas. Mais là, face à une réalité, il devrait pouvoir s'adapter et avancer. Professeur Roch Niaoui David, oui, tout à fait. Vous brûliez d'envie donc de réagir, mais vous ferez également une extension vers ces perspectives de 2021, notamment avec cette question du parrainage. Tout à fait. Je rebondis sur ce que le professeur Videka a dit tout à l'heure, mais c'est l'humilité parfois qui règle les problèmes. Le droit parfois est très dur. On va vous dire que c'est le droit et ça va s'appliquer. Si vous êtes dans les cordes prévues par les conditions, je veux dire prévues par la loi, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'êtes pas dans les conditions, vous êtes quasiment pris à défaut. Alors, comme conseil, regardez ce qui vous arrange, USL. Regardez en termes d'humilité ce que vous pouvez faire. La problématique est là. Donc, il ne faut pas viser les règles de droit pour dire on nous empêche. On ne vous empêche pas, d'autant plus que les démocrates sont arrivés, ils ont eu leur récépissé. Alors, pour les élections à venir, moi je ne vois aucun problème. Que certains disent il faut aller aux assises nationales pour faire quoi? Je n'en sais rien. Il y a des tests qui ont été mis en place. Tant que les tests n'ont pas été éprouvés et qu'on n'en a pas tiré les bilans, on ne peut pas proposer immédiatement les réformes. Moi, je suis légaliste. Il faut les éprouver. Il faut les éprouver. Il faut les expérimenter. Et ensuite, en tirer les conséquences. Ah, ici, il y a eu quelques couacs. On peut donc rectifier, comment ces textes ont été pris? D'accord. Alors, on va pas rouvrir ce débat. Merci, chers messieurs. Docteur Fidèle Sonon, professeur Auguste Videgla, professeur Roch Niaoui David, vous restez bien entendu sur place. On fait juste un tour à la régie, puis on se retrouve juste derrière.